on tire toujours avec la main dominante. Donc, pour qu'il se tire dessus avec la main dominante, Ouais. il fallait qu'il soit gaucher et pas droitier. Les gauchers, il y en a quand même beaucoup moins que des droitiers. Ouais. Donc, j'ai demandé à l'épouse du gars qui était dehors, de votre mari, il était gaucher ou droitier? Elle m'a répondu, je sais pas. Et là, je me suis dit, toi, t'es dans le coup. Bonjour à tous, bienvenue à un 34e épisode de Victoria en studio. Aujourd'hui, je me trouve dans une salle d'autopsie à Liège et je viens rencontrer le fameux Philippe Boxeau, docteur Philippe Boxeau, médecin légiste que vous devez tous connaître déjà. Je viens surtout parler de ses livres, mais aussi de plusieurs anecdotes. Moi, j'ai des tonnes de questions que je lui ai posées. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je pense même que vous allez être jaloux de ne pas lui avoir posé vos questions. Je vais surtout vous parler de ces 3 livres qui sont publiés aux éditions Les Malins, qui sont disponibles à partir du 30 avril au Québec, en Europe, partout. Vous allez les retrouver dans pas mal toute bonne librairie. Vraiment, je les ai lus les 3. Le plus récent, c'est La mort en face qui vient d'être publié. Mais les 3 sont incroyables. Si vous aimez les histoires courtes, punchées, des histoires réelles aussi. Si vous me suivez, vous adorez le true crime, vous allez être fan. Moi, je les recommande à 100%. Fait que voilà, bonne lecture, bonne écoute. Laissez des commentaires, allez me suivre sur Instagram, allez suivre Philippe Boxeau, puis vous n'allez pas être déçus. À tout de suite! This is not a test. Philippe, bienvenue. Merci. On peut se tutoyer, on se l'est dit. Ouais, c'est plus facile. Ouais, plus facile. Au Québec, on tutoie beaucoup. Ben, moi, je n'arrive pas à vous voyez, c'est très difficile pour moi de vous voyez. Je trouve que ça crée une distance. Ouais, J'aime pas. ouais. Hier, on s'est rencontrés, t'as rencontré mon bébé, puis t'as dit « Ah, c'est rare que j'envoie des vidéos. » Ouais. Depuis hier, je pense. Ça m'a traumatisé. Puis je commence avec une première question de mes abonnés. Comment t'arrives à trouver l'équilibre entre détachement et empathie? Je sais pas. OK. Chez moi, c'est naturel. Quand c'est un mort, c'est quelqu'un que je connais pas, toujours, hein. Si je le connais, ça va pas. Là, l'empathie va jouer Mhm. parce que je le connais. Alors, quand je le connais pas, c'est jamais un problème. Mais jamais. Que ce soit un bébé, que ce soit un enfant, que ce soit un jeune adulte ou un vieillard, ça ne change rien. C'est un peu plus difficile de faire des examens, des autopsies de bébés et d'enfants parce que ils sont pas destinés à mourir, en tout cas pas là. Quand ils seront plus vieux, pas de problème. Mais jeune, un enfant, c'est pas fait pour mourir. Surtout que tu as des enfants toi-même, là. Est-ce que tu crées ça? Laissez faire maintenant, ils sont plus vieux. À l'époque, c'était plus dur parce que il y avait un risque de projeter, d'imaginer que l'enfant que tu étais en train d'autopsier, c'était le tien ou comme le tien. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé, mais dans cette salle d'autopsie avec certains collègues, ça l'aurait arrivé. Ils n'ont plus su travailler. Ils ont arrêté l'autopsie, puis j'ai continué tout seul. Ouais, ça doit arriver souvent. Ben, j'ai rencontré une coroner, parce que aussi, vous dites pas coroner. Non. C'est quoi la différence médecin légiste, coroner? C'est une question de législation. Ouais. La législation américaine est très différente de la belge. Nous, on a un droit qui n'est pas celui de common law, qui est le droit américain, anglo-saxon en général, mais on a un droit qui est napoléonien. Et donc, tous les principes sont différents, les structures, les institutions, il y a beaucoup de différences. Et moi, je dépends d'une université, et le coroner, il dépend de l'État. Moi, pas. Ah, ouais, c'est intéressant, ça. Ben, c'est ça, j'ai rencontré une coroner, puis elle m'a dit, tu sais, moi, les enfants, je suis incapable. Elle dit, moi, elle a 2 enfants, elle est enceinte, donc elle trouvait ça difficile. Puis j'ai demandé, c'est quoi la mort la plus commune? Parce que moi, j'étais stressée avec mon bébé. C'est quoi qui est le plus commun chez les bébés? La mort subite d'une nourrisson. C'est ça, hein? Jusqu'à 2 ans, à peu près. Ouais. J'ai toute la truc. Tu vas Ah, je pense déjà. Mais justement, moi, j'ai vraiment un rapport là, très... j'ai vraiment peur de la mort. J'y pense toujours, même que c'est ça, je suis suivie en thérapie pour ça. Comment t'arrives justement à pas avoir peur de la mort? Parce que toi, tu me dis que tu t'approches de la mort vraiment avec de l'humour que moi, j'arrive pas. Comment tu réussis? Puis quel conseil tu peux me donner par rapport à ça? C'est dans ma nature, hein. Ouais. Je fais comme ça. Alors, j'avais peur de la mort, comme tout le monde. Mhm. Et avoir peur de la mort, c'est quelque chose de normal.
C'est pas anormal. Sauf quand ça empiète sur ta vie, que ça t'empêche de fonctionner. Ouais. À ce moment-là, effectivement, là, il faut faire quelque chose. Ouais. Mais avoir peur de la mort, c'est normal. Moi, j'ai plus peur de la mort. Parce que je l'ai vu tout le temps. J'ai vu quoi, plus de 10 000 morts. Et donc, je suis un petit peu habitué à voir des morts. Donc, je sais que ça va arriver. Dans ma tête, je m'y suis fait. Et à force de voir des morts, donc des gens qui meurent parfois, alors que personne ne s'y attend. J'ai un type, il ouvre la porte de sa maison parce qu'on sonne à la porte. C'est l'amant de sa femme, poum, il le tue. Il le tue d'une balle dans le crâne. Et voilà, c'est réglé, c'est fini. Il pensait pas qu'il allait mourir. Donc, je me dis que la mort, elle peut survenir n'importe quand. Donc, ça va pas te rassurer, ça. Mais que la mort, elle peut survenir n'importe quand. Et donc, il faut profiter de la vie avant que la mort n'arrive. Mais ça peut devenir aliénant de dire, bon, moi, je suis toujours, OK, c'est peut-être la dernière fois que je lui donne un bisou à mon bébé. C'est possible. Ouais. C'est possible. Mais le pourcentage de chances que ça arrive est tellement faible qu'il est négligeable. Et quand c'est négligeable, on n'y pense pas. C'est vrai. C'est quoi le type de mort le plus fréquent? Par exemple, au Québec, justement, la coroner m'avait dit, ces temps-ci, il y a beaucoup de surdoses, des overdoses comme ça. Ici, à Liège, c'est quoi, ou en Belgique? Dépendu. Dépendu. À Liège, c'est le suicide par pendaison. Après, c'est le suicide par noyade. On a un fleuve qui coule ici, en cours d'eau, et il y a des gens qui se jettent dans le cours d'eau. Et puis, ce sont, à équivalence avec les noyés, les toxicomanes qui font l'overdose. C'est le devenir, malheureusement, de beaucoup de toxicos. De plus en plus, aussi, j'imagine, avec les drogues culture, les chantalines et tout. Fentanyl, et puis, à l'époque, j'ai vu une évolution. À l'époque, tu avais des gens, ils prenaient ou de l'héroïne, ou de la cocaïne, ou des amphétamines. C'était les trois calmes. Puis le THC, ben bon, le cannabis, ça se peut différent. Je ne considère pas ça vraiment comme une drogue particulièrement dramatique. D'ailleurs, ça a été classé comme drogue dure, mais c'est comme l'alcool. L'alcool est aussi une drogue dure. Ça dépend comment on l'utilise. Donc le cannabis, je crois qu'il faudrait peut-être un peu relativiser. Mais pour l'héroïne, pour la cocaïne, pour les amphétamines, effectivement, c'est des drogues. Et ils ne mélangeaient pas. Et puis aujourd'hui, tu vois des gens qui font des mélanges d'un peu tout, ils rajoutent de la kétamine, du fentanyl, toutes sortes de trucs. Tu te demandes comment ils survivent. Ben oui, ils prennent la cocaïne toute la nuit, puis après, pour dormir, ils vont prendre kétamine. Mais je connais des gens qui font ça. Il y a des gens qui ont même des fonctions, qui travaillent. Ils prennent de la coke toute la journée pour tenir, et puis pour s'endormir le soir, ils prennent des benzos à forte dose. Quand le réveil sonne, ils se remettent une ligne de coke pour redémarrer, sinon avec la benzodiazépine, ils en ont pris tellement, ils dorment toujours. Ils vivent pas longtemps. Non. Ça t'en va beaucoup, c'est ça. Ouais. Puis aussi, c'est drôle, est-ce que tu connais le docteur Sainton? C'est un coroner au Québec, belge. Ah oui? Ouais, un médecin. Qu'est-ce qu'il faut là-bas, lui? Je sais pas. On a besoin de monde. Ouais, c'est ça, ben je vais lui dire. Puis il m'a dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'histoires de meurtre, c'est surtout des hanches cassées, là, mon quotidien. Est-ce que c'est ça pour toi aussi? Des meurtres, j'en ai pas beaucoup. Et en autopsie, grosso modo, 89 personnes par an. C'est pas beaucoup, non? Non, c'est vrai. Ça veut dire, et dans les 89, il y a des 3 cas qui sont des meurtres. En parlant de meurtre, j'ai lu dans ton livre une histoire qui m'a vraiment marquée. Je l'ai même la conter à mon conjoint. J'aime ça que tu la racontes. Je pense que c'est dans ton premier. Tu parles d'une fille qui veut tuer son père. Mais je ne vais pas trop le dire. Peux-tu la raconter? Elle veut tuer son père parce que, voilà, elle veut tuer son père, elle a une bonne raison, en tout cas, de son point de vue. Et elle vient en pleine nuit, alors qu'elle pense que son père dort. Elle vient dans la maison. Elle débranche le système d'alarme. Elle va chercher le flingue là où son père le met, c'est un GP 9 mm. Hein. Elle sait s'en servir. Son père lui a appris à tirer. C'est ça qui m'a toujours fait marrer, moi, ça. C'est vrai. Voilà, aux États-Unis, c'est fréquent, ça. Oui, hein? Oui, il y a beaucoup d'armes qui circulent là-bas. Chez nous, c'est plus rare. C'est vraiment la philosophie par rapport aux armes à feu, c'est pas la même chose. Et puis, elle traverse la maison, dans le noir. Elle entre dans la chambre du papa, dans le noir aussi, mais tu as de l'éclairage qui vient de l'extérieur, de l'éclairage public qui vient à travers la rideau. Et puis là, elle le voit, il est en chien de fusil, donc comme quelqu'un qui dort. Le flingue est armé, elle vide le flingue dans le cours de papa. Elle dépose le flingue et elle se bat. Elle est en cavale. Et là, quand j'arrive, ils ont oublié de m'appeler, les magistrats. Ça, c'est souvent comme ça. Là, parce qu'ils sont focalisés sur leur truc. Il faut que la PJ, soit la police judiciaire, soit là, il faut que les policiers, soit là, il faut que le labo, soit là. Ils pensent à tous ceux qui doivent être là, et le médecin légiste, on le paye. C'est fréquent, hein. Et puis, merde, il est où le légiste? Pas appelé. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? On était à la fin de décembre. Donc, j'ai pas vraiment fait d'examen sur place parce que j'emmerdais tout le monde, quoi. Écoutez, de toute façon, on va nous dossier, on l'a ramené ici.
sur cette table. Et quand j'ai fait l'autopsie, j'ai vu que tous les orifices de balles, partout où les balles étaient passées, étaient atomes. Ça veut dire qu'il n'avait pas saigné. Alors, quand tu es vivant, le sang il circule du cœur dans les artères, Ouais. il passe dans les capillaires, il passe par les veines et revient au cœur. Quand tu es mort, il n'y a plus de sang dans les artères, plus de sang dans les capillaires. Ça veut dire que si tu coupes la peau, ça va, il n'y a rien qui coule. C'est ce qui est arrivé. Et donc, j'ai eu la preuve que tous les coups de feu ont été portés alors que le bonhomme, le papa, était déjà mort. Et quand j'ai fait l'autopsie, j'ai vu qu'il était mort d'une hémorragie cérébrale pendant la nuit. Donc, ce mec, il est mort 2 fois, il ne sait pas du tout. Ouais. Mais au niveau de la justice, elle n'a pas été avec. Alors, C'est une tentative de meurtre quand même. non, pour faire une tentative de paix, on y a pensé à ça. Ouais. Les Français chipotent pas. Nous, en Belgique, non. C'est même pas une tentative de meurtre. Et pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Pour tenter de tuer quelqu'un, il faut aussi qu'il soit vivant. Donc, clairement, C'est faux. alors on l'a mis au BCS. BCS, c'est bulletin central de signalement. C'est un système qui permet aux policiers de toute la Belgique de savoir qu'on cherche telle personne pour lui dire, mais arrêtez de cavaler, vous n'avez rien fait de mal. La fille, elle ne croyait pas. Il a fallu que j'aille lui expliquer pour qu'elle comprenne qu'elle n'a rien fait de mal. Même si l'intention est là, hein. Elle veut tuer papa, elle utilise exactement ce qu'il faut pour le tuer, mais elle ne l'a pas fait, même si elle l'a fait. Mais ça doit jamais arriver, ça, c'est quand même. Ça doit être le seul cas dans le monde qui est comme ça, je peux pas croire. Peut-être, en tout cas, nous, ça nous avait bien surpris. Quand on a vu que tous les orifices étaient créés chez un homme, bon, on a ouvert des journaux comme des lits, puis l'hémorragie cérébrale qui permettait de voir de quoi il était mort, effectivement, c'était vraiment un cas exceptionnel. Ah oui. Je n'ai plus jamais eu un. Non. C'est sûr que j'ai. Puis il se retrouve dans le. Et forcément, là, je peux pas là. Ouais. Puis là, je vois plein de parties du corps aussi. Est-ce qu'il y a nous on dit telltale signs, là, je sais pas comment dire. Par exemple, un meurtre par suicide, est-ce qu'il va y avoir des indices sur la scène, là? Je veux pas dire scène de crime, mais dans l'environnement, tu te dis, ah ça, je le retrouve toujours, ça. Toujours. De l'alcool ou... non? Non, il n'y a rien de systématique. Il n'y a rien de systématique, mais il y a des détails qui font que quand tu vois le bonhomme, une arme à feu par exemple, tu peux te dire, tiens, Non, ouais. il y a un truc qui ne va pas. Même s'il a encore plein en main. Il y a un cas que je présente dans mes conférences où le bonhomme a le flingue en main et le coup de feu a été donné là, dans la tempe à gauche, et l'arme est juste à côté. Et maintenant, il est trop près. Normalement, il y a un recul. Donc, en voyant cette scène-là, je me suis dit, ça, c'est un meurtre. Rien que là-dessus. Et puis, on tire toujours avec la main dominante. Donc, pour qu'il se tire dessus avec la main dominante, il fallait qu'il soit gaucher et pas droitier. Les gauchers, il y en a quand même beaucoup moins que des droitiers. Donc, j'ai demandé à l'épouse du gars qui était dehors, de votre mari, il était gaucher ou droitier? Elle m'a répondu, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, toi, t'es dans le coup. Je sais pas, ben oui, c'est ça. Et après, une femme qui ne sait pas. Moi, je connais des hommes qui ne savent pas la couleur des yeux de leur femme. Tu es là, tu vas lui demander, j'ai quelle couleur d'yeux? Tu vois, c'est jamais. Eh bien, il y a des hommes qui ne savent pas. Mais une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, ça, je ne connais pas. Donc, je savais du coup qu'elle était dans le coup, qu'elle faisait partie de... C'est des bons indices quand même. Ouais. Puis, par exemple, est-ce qu'en arrivant sur les lieux, tu es capable de dire, ah, lui, il a été empoisonné, lui, il a été... c'est difficile. Strangulation. Ah oui, strangulation, ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que les poisons ne laissent pas nécessairement de traces. Il y a un poison qui sent, c'est le cyanure. Il sent une odeur d'amande amère. Tout le monde est capable sans doute de sentir l'amande amère, mais de sentir le cyanure, c'est différent. Et de sentir le cyanure qui sent l'amande amère, c'est pas donné à tout le monde, il faut être codé génétiquement, Angèle, pour pouvoir le sentir. C'est le seul poison qu'on sent. Les autres, ça se voit pas. Donc, on doit faire des analyses sanguines, ça les urines, du foie, du rein, etc., pour voir si oui ou non un poison a été donné. On passe à côté. J'ai des gens, c'est une histoire terrible, elle est aussi dans un des bouquins. C'est une dame qui veut tuer son mari et elle a un amant, c'est le médecin. Oui, ok. Et c'est complètement génial. Elle s'acoquine avec sa nièce pour tuer le mari. Et pour que ça passe inaperçu, ils invitent le médecin, bien entendu. Le mari n'est pas au courant qu'il est cocu par le médecin. Ça va pas aller. Ils invitent des gens qui n'ont rien à voir. Ils font un couscous. Et le médecin a donné à sa maîtresse des médicaments, la visée cardiaque, que la femme a écrasé pour tuer le mari. Elle les a écrasés
elle les a mélangés à la bouffe, du mari uniquement, sinon t'as tout le monde qui meurt. Ouais. Et puis au bout du couscous, eh ben, il n'était pas mort. Parce qu'ils n'avaient pas mis tous les médicaments. Donc ils ont sorti le dessert, elles ont mélangé le reste des médicaments avec le dessert, le mari est mort. À table, c'est passé complètement inaperçu. Complètement inaperçu. Et puis un jour, le médecin est devenu l'amant de la nièce. La tante s'en est rendu compte, elle a déposé plainte contre sa nièce, qui a déposé plainte contre elle, qui a déposé plainte contre le médecin. Bref, tout le monde est passé en cour d'assises. Puis dans ce temps-là, il faut exhumer le corps, j'imagine. Ouais. Oui. Parce que vous ne regardez pas nécessairement s'il y a eu un On empoisonnement. a fait ce qu'on a vu. Ouais. En plus, on n'a Ça. pas vu les corps. Ouais. Le médecin traitant m'a signé un certificat de décès de mort naturel. En plus, il y avait des témoins. C'était fini, c'était bon. Puis par strangulation, ce serait quoi les corps, les signes, là? Là, des petites traces, OK. des traces de doigts, Ouais. des traces d'ongles, des traces plutôt linéaires ou des petites traces circulaires. Ça, dès qu'on envoie une, il faut autopsier. C'est ça. Tout de suite, pour être sûr que c'est pas ça qui l'a tué. Est-ce qu'il y a un fait inusité d'un corps? Tu sais, nous, on ne connaît pas ça. Le commun des mortels connaît pas le corps humain après sa mort. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des faits inusités qu'on pourrait savoir? Là, tu sais, les poumons, ils prennent telle grosseur, ou je sais pas. Non, Il n'y a pas de fait inusité que tu non, peux me dire mais c'est dégueulasse. Après, le corps humain. je montre souvent ces photos-là quand je fais mes conférences pour montrer aux gens comment le corps évolue. C'est Puis comment tu sais, l'odeur, C'est là, beau. on doit t'en parler. Là. donc après la mort, les tissus se mettent à gonfler. Pas les os, hein, juste les tissus, donc la peau et tout ce qui est en dessous. Donc d'une tête comme celle-ci, je vais avoir une tête comme ça. Rien qu'à cause du gonflement qui est dû aux bactéries de putréfaction qui relâchent du gaz. Et le gaz s'insinue un peu partout dans les tissus, donc ça se met à gonfler. La langue sort de la bouche. Elle grossit. Toujours. La bouche s'ouvre et la langue sort. Elle est énorme à la sortie de la bouche. Parfois, les yeux ressortent aussi. Voilà, donc ça, c'est... Et puis, l'épiderme, c'est la couche que tout le monde peut toucher. Hein. Très, très fine. Fine, l'épiderme, très, très fine. Elle s'en va. Donc, quand je passe ma main dans les cheveux d'un macabé, je pars avec tous les cheveux. Parce que les cheveux dépendent de l'épiderme. Donc, si l'épiderme s'en va, les cheveux aussi. En passant la main, t'as tous les cheveux qui s'en vont. Mais ouais, attends, mais pourquoi on dit que les cheveux continuent à pousser après la ronce? Oui, continue un peu. Ouais, OK. c'est OK. tout petit peu. Ouais. Puis attends, donc tu fais ça. Puis, tu sais, quand, mettons, on demande à des gens là, d'identifier le cadavre de leur frère, les sœurs, leur enfant, Si ils c'est voient ça. Si c'est dans le premier jour, ça va. Mais à 20 degrés, en 1 à 2 Ouais. semaines, c'est l'état que je viens de décrire. C'est traumatisant. Il faut que ce soit vraiment au début. Et puis reconnaître quelqu'un, c'est pas le meilleur système. J'ai une dame qui est venue ici pour reconnaître son fils. Là. J'ai ouvert un tiroir et je me suis trompé de tiroir. C'était mal indicaté. Donc j'ai ouvert un tiroir, c'était une fille. Elle a reconnu son fils. Alors que c'était une fille, c'était forcément pas son fils. Fait que c'est Et par contre, elle était tellement stressée, elle a reconnu n'importe quoi. Par contre, j'en ai une autre qui est venue ici pour reconnaître aussi son fils. Et j'ai ouvert le tiroir, c'était bien bon cette fois-là. Bon. Et je lui montre son fils. Ah non, c'est pas lui. Moi, j'avais les papiers d'identité, j'avais tout, et j'avais fait la correspondance. Donc pour moi, c'était le bon. Et bien, il avait un tatouage. Et je dis à la dame, et votre fils, il n'a pas un tatouage, quelque chose de particulier? Si. Il a un tatouage de dauphin sur le bras. Et je lui montre le tatouage de dauphin, me dit, ah non, c'est monsieur. C'est pas un dauphin, c'est un poisson. Ce n'est pas mon fils. Elle ne voulait pas que ce soit. Surtout quand il y a quelqu'un de disparu, tu sais, puis il n'a pas trouvé, il n'y a pas de chance que ça se mène, pas beaucoup de chance que ce soit quelqu'un d'autre. Puis l'odeur, comment tu fais pour gérer ça? C'est tout. Genre, moi, je l'ai senti une fois, là, puis ça m'est resté dans le nez là, plusieurs heures. Il n'y a Je suis pas que le habituée. nez. Quand tu es vraiment à côté du cadavre, tu vas dans le nez, Tu le goûtes? je le goûte aussi. C'est une odeur tellement épaisse qu'on la goûte. Ça veut dire que il y a des choses que je ne sais plus manger. Tout ce qui est faisandé, c'est pas possible. Tout ce qui est faisandé. Comme hier, on disait les andouillettes, là, ça marche. Ah non, mais les andouillettes, c'est parce que ça goûte de la merde. OK. C'est des intestins, et puis on te met des boyaux là-dedans. Il y a même parfois une belle odeur de merde qui te prend au nez. Moi, c'est fou. C'est les amas, j'y arrive pas. Ah, voilà. Par les foies quand ils sont bien cuits. Bon, voilà, ça c'est de la cuisine. Pour l'être humain, en tout cas, plus le temps passe et plus il se met à couler. Donc les graisses coulent par canne. Fais gaffe où tu mets les pieds derrière. Il y a des mouches qui viennent pondre. Enfin, il se passe plein de choses. Le cadavre, c'est vraiment une structure biologique, c'est presque un biotope dans lequel les mouches
les différents insectes viennent ou pour se reproduire, ou pour pondre, ou pour manger. Enfin, c'est vraiment une structure très, très complexe, super passionnante, mais très complexe, avec une odeur qui est... Tu sens ça une fois dans ta vie, tu la reconnaîtras. Ouais. Et ce n'est pas la même odeur pour un chat, pour un chien. Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'est différent. Parce qu'ils disent même que ça sent un peu le poulet en varié. Tu sais, ça peut être ça. Et puis, C'est pire. Ça reste dans les cheveux, évidemment. ça reste partout. Ta femme doit le sentir quand tu Ben, vas tout le monde, mais surtout mes chiens. Ah oui, c'est vrai. Ils aiment bien. Parce que les chiens, c'est des charognards au départ. Donc, les odeurs comme ça, ils aiment bien. À la rigueur, ils en Ouais, boufferaient. oui, c'est vrai, mon chien, il se frotte toujours sur des oiseaux morts. Là. Et aussi. Fait que t'as pas de truc, tu sais, il y en a, j'ai entendu qu'ils se mettent un peu d'alcool ou du Vicks en dessous du nez. Alors, le VIX, il faut jamais faire ça. Ok, pour ça. C'est cata. Moi, je me rase. Donc, si je mets du VIX ici en dessous du nez, ça brûle. Ah ouais, ouais. Ça dilate bien le nez. Tu as une bonne odeur d'eucalyptus qui se mélange à l'odeur de la putréfaction. Donc, tu as une odeur de putréfié avec l'eucalyptus en plus. Ah. Ça, c'est un coup à ce que tu n'aimes plus l'eucalyptus. Ouais, non, c'est ça. Donc, en fait, il faut rien mettre. Non, c'est ça, je suis habituée. J'ai un assistant qui met un masque, il couvre tout le visage, et puis tu as des filtres ici qui font que tu ne sens plus. Ouais, mais en même temps, tu es à l'intérieur d'un masque, quand tu parles aux autres, ils t'entendent pas bien. Ouais. Quand tu parles, tu mets de la buée sur tes vitres, tu vois plus rien. Ouais. Il y a ça. Il faut s'habituer. Ouais. Par contre, quand il y a quelqu'un que j'aime pas, qui vient en autopsie, quand il y a un putréfié, il rentre, je l'envoie chercher quelque chose, il revient, j'envoie chercher autre chose, il revient. Tu peux être sûr que 2-3 fois, il est malade. Ah oui, hein. Parce que se réhabituer à chaque fois, c'est difficile. Ah, c'est vrai. Puis vous êtes plusieurs à faire des autopsies dans les toujours deux. deux. Puis est-ce qu'il y a des genres de disputes, des désaccords parfois? Ouais. Ouais, souvent ou... Non, pas souvent. Mais c'est utile, hein. C'est pour ça qu'on est deux. Parce que avoir une idée et s'enfoncer dans son idée quand elle n'est pas vraie, il vaut mieux qu'il y ait un autre qui dise, hey, grand, tu crois pas que tu te trompes un peu? Même si on tue même, mettons. C'est pour ça qu'on est à deux. Toujours, un, il n'y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Ça, c'est la première chose. Deux, il n'est pas dit que tous les deux seront disponibles pour aller au tribunal le jour où ce sera nécessaire. Donc, il y a bien un des deux qui sera là, qui va au tribunal. Et trois, c'est une confrontation d'idées. Ouais. On peut discuter ensemble. Voilà. Ça évite de se tromper, mais c'est hyper dangereux. Hein. Soit tu envoies quelqu'un en prison qui ne doit pas y être, soit tu l'envoies en prison alors qu'il devrait. Ça devrait être la figure. Oui, ouais. C'est pas bon. C'est quoi l'histoire qui t'a le plus... l'affaire qui t'a le plus marqué? Là? Donc, tu y penses encore, ça te hante. Est-ce qu'il y en a une? Non. Zéro? Ouais. Il y a des histoires, je me souviens, c'est toujours des histoires qui ont été médiatisées. Ouais. Qui ont la presse est intervenue. C'est là où je me souviens. Justement parce que la presse était là. Et quand la presse intervient dans une histoire, c'est toujours embêtant. Parce que, par exemple, il y a des fillettes qu'on recherchait, on se doutait bien qu'elles avaient été tuées, mais on les cherchait. Et on te les présente à la télé et tu vois toute leur vie. Les journalistes expliquent comment ils ont vécu, où elles étaient, on voit les parents, on voit leur maison, on voit toutes sortes de choses que moi j'ai pas envie de voir avant de voir le corps. Ça va t'influencer un peu? Non, mais ça va m'humaniser le corps. Quand je vois un cadavre, pour moi il est déshumanisé, je ne le connais pas. Mais les filles, les gamines dont je parle, j'avais l'impression de les connaître à cause de tout ce que les journalistes avaient fait autour. Puis là, est-ce que tu peux dire c'est quoi le cas ou non? Non, je peux pas parler, c'est vrai, ça. Parce que là, c'est Ouais, non, je comprends. Ouais, pour la famille, tu fais. pour les familles, c'est vrai, c'est vraiment. Puis est-ce qu'il y a une histoire mystérieuse là, que tu me dis, ah, tu sais, j'ai pas réussi à connaître la mort, puis ça a été terminé. Ça arrive régulièrement. Quand on me demande d'autopsier quelqu'un et que je sais pas de quoi il est mort, qu'il n'y a pas de lésion traumatique, à l'autopsie, je trouve pas de traumatisme non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais de la recherche toxicologique. Oui. Je trouve rien non plus. Alors, à ce moment-là, je fais de l'anatomopathologie. J'ai prélevé des petits morceaux de tous les organes et je les regarde au microscope pour voir s'il y a des maladies que les cellules permettraient de voir. Et parfois, on ne trouve pas non plus. Tu as des cas comme ça. Alors, on est dans les hypothèses. Et l'hypothèse la plus fréquente, c'est une mort d'origine cardiaque. C'est un trouble du rythme cardiaque qui engendre le décès. Ça arrive. Fait que vous écrivez jamais mort indéterminée. Si. Oui. Puis ça fait quoi? Tu sais, les familles, là, ils ont fait jamais... C'est très embêtant pour les femmes. Oui. Parce que pour pouvoir faire correctement son travail de deuil, d'abord, il faut se rendre compte que la personne est morte. Et ensuite, il faut savoir de quoi elle est morte. Oui. Et c'est toujours de questions. Quand on annonce le décès de quelqu'un, c'est pas vrai.
Donc, il y a une espèce de négation. Oui. Ben, si c'est vrai, viens le voir, tu vas voir, c'est vrai. Donc, pour les familles, voir le corps, c'est important. Pas le voir dans n'importe quel état. Il faut pas remplacer un travail de deuil par un autre. Parce que si je te montre un squelette et que je te dis que Ça va c'est être comme ça, là, tu sais, celui-là, ouais. et que je te dis que c'est ton père, tu vas pas le reconnaître. Hein. Donc, ça sert à rien. Et puis, l'autre chose, c'est l'autre question qu'on pose tout de suite après, mais de quoi est-ce qu'il est mort? Donc, un, c'est pas vrai, ben si, il faut le voir. Et deux, de quoi est-il mort? Ben, l'autopsie est là pour répondre à la question. Et pour les familles, c'est super important. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, maintenant que je suis un peu connu, qui m'écrivent en me disant, il y a mon père qui est mort en 1983. Voilà le dossier, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Parce que moi, je comprends pas. Depuis 83, ça fait 41 ans, Je pense à ça, qui presque 42. Ils pensent à ça, ça veut dire que ça hante dans la tête pendant des années. ouais. Comme moi, je fais beaucoup, je compte des histoires de personnes disparues, là, sans retrouver le corps, là, ça doit être terrible, là, parce que tu peux pas répondre à aucune des... Ici, on a une histoire de filles disparues. Encore des fillettes. Et je vais rencontrer les parents après qu'on ait retrouvé les corps. Et l'un des parents m'avait dit, tu sais, la chose la plus difficile, qu'elles soient mortes, on s'en doutait. Mais la chose la plus difficile, c'était toute la période pendant laquelle on a douté. Et le doute, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Puis est-ce que tu vois ça comme un échec? Tu sais, comme tu dois annoncer, hey, je suis pas capable de déterminer tout le monde. Ben non, parce que je suis allé au bout de ce qu'il y a à d'utiliser. L'échec, c'est quand, pour moi, c'est quand je me trompe. Mais quand je n'arrive pas à déterminer, c'est pas un échec, c'est juste que l'état de la science aujourd'hui et des moyens, des techniques que l'on a n'est pas suffisant pour obtenir une réponse. Et ça, malheureusement, ça arrive. Est-ce que tu suis un peu les affaires aux États-Unis? Non. Non? Pas déjà avec celle que j'ai, là. Ouais. Ce qu'il faut. Parce qu'il y a des meurtres là, assez importants aux États-Unis. Là, Ils ont des beaucoup de affaires. meurtres en série aux États-Unis. Ouais. Moi, j'en ai connu deux. Ici en Belgique. Ouais. Meurtrier en série, c'est à partir du moment où il crée 3 morts. 3 mois. Voilà. Et j'ai connu 2 cas de meurtres en série, c'est tout. Puis à Liège, j'ai eu d'autres sorts aussi. Ouais. C'est quoi? Est-ce que tu peux... Oui. Là, c'était un gendarme qui avait tué 2 copains gendarmes parce qu'il trouvait qu'ils aimaient leur métier et qui avait tué un type en rue en pleine nuit parce qu'il faisait du bruit, il faisait tout à page nocturne. C'est ça. Il est mort maintenant. Et il est malheureusement décédé. Et puis les autres, ils sont morts aussi. 2 jeunes gens qui avaient violé, tué, ils avaient fait toute une espèce de, comment on appelle ça, en tout cas, ils s'étaient répandus à travers la province, ils avaient tué 3 personnes, et ils avaient violé plusieurs femmes. Et de nouveau, c'est des meurtriers en série. Est-ce que toi, tu aides durant l'enquête par rapport à ça? Toi, tu aides les enquêteurs? Ouais. Parce que des fois, il y a des désaccords aussi avec les enquêteurs, tu sais. Ah oui, c'est déjà. Ouais, j'imagine. Ouais. J'ai un gendarme qui tire, c'est un policier blanc, qui tire sur un gars, il le rate. En fait, il le touche. C'est très spécial. Lui, il dit, ah non, moi j'ai tiré à côté. Et puis, le gars est mort. Et il est mort d'une balle dans le dos. Et là, je me souviens que les enquêteurs doutaient vraiment de ce que je racontais. Ben, Si c'est pas possible, la balle n'est pas rentrée dans le dos, il n'y aurait jamais tiré dans le dos. Parce que quand tu tires sur quelqu'un dans le dos, tu n'es plus en légitime défense puisqu'il s'enfuit. S'il s'enfuit, tu n'es plus en danger. Donc la légitime défense est disparue. Là, c'est très grave. Hein. Surtout pour un policier d'abattre quelqu'un en lui tirant dans le dos. Donc, j'ai dû démontrer que je présente. Et en fait, la balle a ricoché sur un mur et elle est rentrée dans le dos du gars. Donc le policier a effectivement tiré de face. Il a raté. Ben, en fait, il n'a pas raté, mais la balle est rentrée par le dos. Le mur, le dos. Spécial. Hein? encore là, ça change tout là, au niveau légal. Ah oui, ça change tout. Puis, en plus, toi, t'es quand même ami avec les policiers, là, tu sais, je veux dire, vous avez créé Ah oui, la relation, mais là, de devoir... Ça change bien. Ouais. À un moment donné, il y a une mission à faire. Et si un jour je suis bourré au volant et qui me contrôle bourré au volant, je vais aller au trou comme tout le monde. Hein. Ouais. Donc, tu peux être pote avec des policiers, avec des magistrats, etc. Mais si un jour il se passe quelque chose, la loi d'abord. Ouais. Puis est-ce que la technologie a changé? Comment tu abordes? Tu sais, je sais que la coroner que j'ai rencontrée, elle dit, ah, des fois, je peux pas me déplacer, tu sais, ça, mettons, au Québec, en plus, c'est tellement gros. Ah, tu sais, il faut que j'arrive sur les lieux, mais c'est 5 heures de vol, tu sais, même avec un avion rapide. Là. Elle dit donc, souvent, je demandais qu'on FaceTime. 5 heures de vol. Ouais, ça peut arriver, là. Oui, il y avait eu un gros événement, là, un incendie dans un foyer pour personnes âgées.
Puis elle dit, je peux pas prendre l'avion, là, c'est impossible. Donc, filmer avec la caméra. C'est pas le même pays, la Belgique. Non, je sais, effectivement. Nous, c'est le diamètre maximum de mon territoire, c'est 145 km. OK, non, Tu vois, 5 heures de vol, bon, je suis chez toi. Ben là, j'ai 5 heures, ça peut être 3-4 Ouais, non. heures, mais c'est Mais beaucoup, ouais. c'est énorme, c'est énorme. On va passer territoire. Mais il n'empêche, mes assistants, donc les gens de médecins en formation, quand ils ont un problème, c'est ce qu'on fait avec le téléphone. Je vais pas sur place, ils filment, ils montrent tout ce qu'ils ont repéré, ils montrent tout le corps, et moi, à distance, je fais l'examen avec eux, et puis on en discute. Ça en fait beaucoup. Ouais, mais Ça en oui. fait beaucoup. Cette technologie-là, elle est géniale parce qu'avant, bon, je suis un dinosaure, j'ai commencé la médecine légale en 1991. Bon, je sais pas comment on dit. Avant que je sois... C'est 91. 91. Voilà, c'est en 91, j'ai commencé la médecine légale. Alors, les téléphones étaient encore accrochés au mur, il n'y avait pas de portable. Non. J'ai vu apparaître des premiers portables et on avait des beepers. Ça, Les budgets, oh, c'est vrai. des budgets. Budget, oui, c'est ça. Un budget. On avait ça. Maintenant, quand je vais garder mon budget, tu dis, c'est l'antiquité. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a plus aucun réseau qui. Les dealers de drogue, ils l'utilisent encore en part. C'est vrai? Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Moi aussi, ça n'utilise plus du tout, mais je l'ai encore chez moi. Je le regarde sur le relique. On avait aussi des téléphones à cadran. Ah ouais, Et la première fois, j'ai montré ça à mon fils, il a poussé dans les trous du cadran pour essayer de faire le numéro. Voilà, c'est l'histoire. Et puis, j'ai connu l'ADN qui est arrivé. Ouais, oui, c'est vrai. À l'époque, on ne l'avait pas. Oui. Quand on devait faire des comparaisons de sang, on avait les groupes sanguins, c'est pas fait plus. Aujourd'hui, on a l'ADN. J'ai connu arriver le portable, hein, toutes les techniques photo on est passé de l'argentique au numérique. Ouais, C'était une révolution. développer les photos. Quand on faisait les photographies ici sur table d'autopsie des morts, ils ne pouvaient pas utiliser le numérique, les gens du laboratoire, parce qu'on estimait que le numérique, on pouvait le frauder, alors que l'argentique, pas. Alors j'ai connu une période où on a fait à la fois de l'argentique et du numérique, et puis l'argentique a disparu. On n'a plus que le numérique. Et puis tu avais les appareils photo, longtemps tu as ton GSM, ton portable. C'est aussi ce qu'on disait en France. Tu pousses sur le bouton, tu as une photo qui est superbe, elle est vraiment bien. Et moi maintenant, sur tous mes cadavres, je fais des photos pour me souvenir et pour vérifier à un moment donné si je ne me suis pas trompé quand je suis dans mon rapport. Ouais, je fais ça. Je vais arriver aussi ce qu'on appelle l'autopsie virtuelle. C'est-à-dire le fait qu'on passe le corps dans un scanner avant de l'autopsier pour voir s'il y a des lésions, des dégâts. Parce qu'on ne voit pas tout à l'autopsie, mais on ne voit pas tout au scanner non plus. Donc c'est très complémentaire. Ça vient diriger un peu Oui, l'autopsie. ça aide. Première vue comme ça. Ça aide. Et vous avez ça, les scanners ici? Non, pas ici, Ok. au CHU, donc à l'hôpital. Et la salle d'autopsie maintenant est à l'hôpital, donc oui, il faudra des scanners sur place. C'est vrai que c'est intéressant. Et là, avec le scan, tu peux. Tu sais, quand tu as une balle qui traverse le crâne, pour bien visualiser la trajectoire, tu as une reconstruction en 3D, tu peux même faire bouger l'image et tu vois comment la balle a pénétré. Tu penses que tu vas être remplacé par l'intelligence artificielle? On demande tout le temps ça, mais moi, je trouve ça comme impossible. Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas, parce que faire un scanner, oui, on pourra. C'est des images. Ouais. Et déjà maintenant, en radiographie, l'intelligence artificielle trouve des lésions que le radiologue n'a pas vues et qui pourtant sont des cancers. Donc, franchement, Ouais. à la place des radiologues, moi j'aurais peur. Hein. Mais les médecins légistes, il faut quand même ouvrir. Ben oui. Et il y a toute une démarche intellectuelle à avoir quand tu ouvres, pour savoir comment tu ouvres en fonction des lésions, en fonction de ce que tu cherches, on ne fait pas exactement de la même manière. Donc l'intelligence artificielle, peut-être que là, ça ne marchera pas. Je disais tout pendant que je fais des vidéos, là, je disais tout le temps ça dans mes vidéos. Tu sais, des suicides déguisés non, des meurtres déguisés en suicide, ça arrive pas souvent. Non. Pas C'est souvent. rare quand même. Là, j'ai Ouais, tout de... mais c'est très Mais rare. ça, tu dois faire plein de déclarations. On a- comme ça. 3 cas succès où on met en évidence quelque chose qui n'était pas à l'origine envisagé. C'est-à-dire un suicide qui en fait était un meurtre, Ouais. une mort naturelle qui en fait était un suicide, des choses comme ça. Tu vois? Ouais, je... Dans 3 cas sur 100, on démontre qu'il y a un problème. Parce que les familles doivent tout le temps, tu sais, moi j'en connais, là, des personnes qui se sont enlevées, tu sais, statistiquement parlant, ils ont on en connaît tous. Puis les proches sont souvent dans le déni, tu sais, hey, mais non, genre mon frère, il allait tellement bien, il s'est pas enlevé la vie, impossible. Ça va être difficile, c'est sûr, c'est un meurtre. Les proches doivent penser ça Ça en assure. immédiatement, ouais. Avec notamment des pendus. Mais c'est toujours dans les cas où tu t'y attends pas, où la famille s'y attend pas, où ça pose problème. En fait, je pourrais ouvrir une consultation ici, hein, rien qu'avec toutes les questions que les gens se posent par rapport à des morts de leur famille. Hein.
on pourrait le faire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se posent plein de questions. Et alors, ce fameux déni que tu dis, hein, je l'ai trouvé pendu, c'est anormal. Il n'était pas suicidaire, il n'a pas pu se fendre. Ben, si, il est pendu. Oui, mais on l'a pendu. Hein? Et comment est-ce qu'on a fait pour le pendre? Dites-moi un peu. Parce que pour pendre quelqu'un, il faut y arriver. Ça prend de la force, Il faut déjà qu'ils soient d'accord. Ouais. Alors, Ouais. normalement, il n'est pas d'accord. Donc, il y a deux solutions. Soit on lui a donné des médicaments et on ne s'en est pas rendu compte. Soit on lui a tapé dessus, il était inconscient parce qu'on lui a tapé dessus. Dans les deux cas de figure, on va le trouver. Les médicaments, on fait l'analyse sanguine, on le voit. Et si on lui a tapé dessus, ben, il y a des lésions qui ne sont pas compatibles avec une pendaison. J'ai hâte c'est que je veux dire, bon, à moins que ça soit. Mais c'est difficile, là, prendre quelqu'un puis déplacer un corps, puis c'est pas si facile. Là, J'ai un gars de 130 kilos. Il est tué par sa femme qui a fait 60. Alors, grâce à la complicité de son amant. Et son amant, tu vois comment elle a coincé, c'est amusant. Donc, avec son amant, elle décide de tuer son mari. Ils l'endorment avec des médicaments et vont le pendre dans la cave. Alors, dans la cave, tu as un grand tuyau qui est au plafond, hein, un grand tuyau qui est couvert de plâtre pour isoler. C'est un isolant en plâtre, hein, pour isoler. Et donc, ils ont passé la corde au-dessus du gros tuyau. Ils vont, pas encore, mais ils vont attacher la corde au tuyau d'un radiateur qui passe en dessous. Mais il faut le hisser, le gars. Donc, la corde, elle passe au-dessus du tuyau. Le type est par terre, 130 kilos, tu le prends pas comme ça. Il passe la corde autour du cou du gars et ils se mettent à le hisser. Oui, mais le plâtre a imprégné toute la corde, forcément, puisque la corde a frotté sur le plâtre. Et ben, quand je lis, c'est ce que je vois. La corde est couverte de plâtre. C'est pas normal. Oui, c'est vrai, c'est squeletté. Non, C'est pas normal. Ouais. Et à partir de là, je me dis, il y a un problème. Ça. Et je vois le nœud. Moi, je suis nul, je préfère un nœud. Un nœud de cravate, Ouais. ça commence à aller. Encore que je fais plus de cravate longtemps. Mais je vois un nœud ici, sur la corde, très spécial. Je dis, je sais pas faire ça, moi, c'est quoi ça? Je prends en photo et j'envoie un de mes copains qui fait du bateau. Ah, c'est ça, j'allais dire, c'était mal. Et je dis, ouais, les marins, ils savent toujours. J'ai dit, tu connais celui-là? Ouais, c'est un autre batelier, on sait tous le faire, il est hyper facile. Je dis, hyper facile, moi, je sais pas le faire. Le gars, il va batelier. Mais, au fond de son jardin, il y a un cours d'eau qui passe avec des péniches. Il y a des bateliers. Et c'est là qu'on a découvert que l'amant de la dame était batelier. Donc, il a signé, en utilisant un nœud, qu'il n'y a que les bateliers qui savent faire. Mais c'est quand même con, tu sais, je veux dire, mais ça, on penserait. Mais ils ne pensent pas. Ouais. Ils ne pensent pas. Ils sont sur la chaîne à les. Si, Ils pensent pas, ouais. ça va passer inaperçu. Ouais. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu les traces de plâtre sur la corde, on n'y aurait peut-être pas pensé. Penses-tu que tu vas être blasé de ton travail? Ah non, Non. jamais. C'est trop amusant. Puis comment tu fais pour, tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, là, moi je fais ça, je fais des histoires là, de crimes, c'est toujours des histoires terribles. À chaque semaine, je raconte une histoire terrible. Puis on dirait que, un moment donné, ça devient lourd un peu. Puis je dis, ah, aujourd'hui, ça me tente pas, il va donner une histoire. Puis qu'est-ce que ça me tente? C'est pas triste? Ouais. Pourquoi c'est triste? C'est triste parce que les gens sont morts. C'est ça l'idée. Oui, ou genre une petite fille qui a été torturée, ou, tu sais, bon, il y a plusieurs. Ça, c'est triste. Ouais. Ok. Mais sinon, mourir, c'est pas triste. C'est normal. Ouais. C'est normal. C'est la manière de mourir qui peut faire être triste. Puis toi, c'est juste une mort triste, là. Je veux dire, des accidents. J'en ai eu. Ouais. Des enfants qui ont été torturés, battus à mort, qu'on a ensuite enterrés pour les dissimuler, ou mis dans des congélateurs. Ça, j'ai eu. Ou même, tu sais, quelqu'un qui est, je veux dire, juste un accident bête aussi, c'est triste, puis les proches s'y attendent pas. Je suis dans les escaliers. Ouais. Ça, c'est l'accident bête et débile qui survient souvent. On dit toujours, et il y a eu des campagnes de pub ici en Belgique en disant attention aux prises de courant, vos enfants peuvent mettre des choses dedans. Et on a tous maintenant des prises qui permettent pas que ça aille. Ouais, mais c'est pas ça qui tue. En fait, c'est les escaliers. Ces escaliers dans la maison, tu peux pas les remplacer. Il faut mettre des antidérapants dans les escaliers et on descend jamais les escaliers avec des pantoufles qui ont pas de fermeture derrière. Ça, c'est ni en chaussettes. Les chaussettes, t'es sur des skis, là. Tu vas te péter la gueule. Et là, je pense à mes escaliers à moi. C'est vrai, Ouais, je descends jamais quand j'ai mon bébé dans les bras, quand je suis en chaussettes, parce qu'il il faut pas. Ouais. Faut pas. La coroner que j'avais rencontrée m'avait dit, moi, je donne jamais des raisins complets à mes enfants, ou genre des petits bouts de saucisse. Y a-t-il des trucs que tu donnerais comme conseil?
On voit parce qu'on voit beaucoup d'étouffement, là. Il y a beaucoup d'étouffement. Ouais. Faire attention à tous les petits objets. Ouais. C'est dangereux. Les billes. Les billes, il faut mettre ça dehors. Faut pas donner ça. Les machins, les petits jouets qu'on trouve à l'intérieur des Kinder Surprise ou d'autres. Ouais, tout est petit. Ça peut être hyper dangereux aussi. Il faut faire très gaffe. Les gosses, ils mettent tout en bouche. Ouais. Ils goûtent. Ouais, juste. Ouais. Goûtent. Tu m'as dit hier que parfois tu arrives sur des scènes, des lieux, comme pas, c'est pas des scènes de crime, je sais pas ça. Bon, à partir du moment où il y a un cadavre, moi je fais ça une scène de crime. Ok. Après, on vérifie si c'est un meurtre ou pas. Ouais. Bon, une scène de crime. Il y a des gens qui veulent prendre une photo avec toi. Comment tu reçois ça, premièrement? Je trouve ça très spécial. Ouais. Très spécial. C'est pas l'endroit. Que ce soit une séance de dédicace ou que ce soit à une conférence, pas de problème, c'est l'endroit. Mais sur une scène de crime, et quand on travaille, c'est pas l'endroit. Surtout si c'est le nom de la famille. Là. Oui, en plus, oui, mais j'ai eu un auteur aussi qui a voulu prendre une photo avec moi lors de notre constitution. Ah oui? Ouais. J'étais mort de rire. Ça m'a fait rire. À cause du décalage. C'était tellement décalé. On était en train d'envisager le meurtre qu'il avait commis. Et lui, il voulait une photo avec moi. L'auteur d'un crime? Oui. Ah, je pensais l'auteur de livre, mais... Non, l'auteur d'un crime. Ouais. Oh! Ok, c'est quand même... Assez spécial. Oui. C'est spécial. Puis des membres de la famille, non? Ça, je pense. Et j'espère que ça arrive pas. Ouais, c'est fort décalé. Hein. Puis tes collègues, là, les autres médecins légistes, ils pensent quoi de ta si grosse popularité? Je n'aurais pas demandé, mais pour ceux que j'ai rencontrés, on ne se voit pas souvent. En Belgique, on est 20, une vingtaine. On ne se voit pas tous les jours. On est chacun sur notre territoire et on travaille. Là, j'ai rencontré le prof de Bordeaux, j'ai rencontré le prof de Lyon, dernièrement, j'en ai rencontré beaucoup. Enchanté. Parce que ça permet de mettre la profession en avant et d'avoir des vocations, parce qu'on en manque. Ça en manquait? Oui. En Belgique, on était 40 à peu près. Dans les années 2000, là, on n'est plus qu'une vingtaine. Ah, ça me surprend. On a perdu la moitié. C'est embêtant. Si tu veux vraiment pouvoir faire le métier correctement, c'est-à-dire aller voir toutes les morts violentes, toutes les morts de personnes qui vivent seules à domicile, toutes les morts qui surviennent dans des foyers où il y a des coups entre époux, toutes les morts qui surviennent alors que quelqu'un vient de sortir de l'hôpital. Ça, c'est ce qui visait par l'Europe. C'est le Canada européen. Il faut qu'on soit le double. Il faut qu'on soit le double de ce qu'on est aujourd'hui. Oui, mais ça prend, tu sais, quand même les reins solides. C'est quoi que ça prend pour être un bon médecin légiste? C'est quoi les qualités? Voilà, solide. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Il faut être fort détaché par rapport à la mort et de préférence avoir résolu son propre problème avec la mort, parce que la mort, c'est facile pour personne, pour nous non plus. Donc, il faut y avoir pensé, il faut avoir été confronté à cette idée qu'un jour on va mourir, d'avoir réglé ce problème-là. Moi, je serais pas bonne. Bon, savoir ça, avoir des morts, ça modifie la donne. Hein. Ça devient une normalité. Ce qui, pour tout le monde, est l'exception. Combien de morts on voit dans sa vie? Pas beaucoup. Les morts de la famille, en général, c'est tout. Moi, j'en ai déjà vu 10 000, j'en vois tout le temps. Donc, il y a une normalité qui est apparue pour moi par rapport à ça. Et puis, il faut être très observateur. Le moindre petit détail sur un corps, ça peut avoir une importance capitale. Et est-ce qu'il y a un cas que tu te rappelles, tu te dis, hey, ça, c'est un petit détail que j'aurais manqué ou... Ça m'est pas encore arrivé. Mais il y a un cas que j'ai failli manquer. C'était un type qui a reçu ce que je croyais être un coup de feu. C'était pas un coup de feu du tout. C'est un coup de pic à glace. Et en faisant l'autopsie du bonhomme, j'étais certain que c'est un projectile. Tout le monde était certain, parce que on m'avait fait venir avec l'expert en balistique. Donc, l'idée de tout le monde, c'est un projectile. Et quand tu regardes les traces, quand tu rentres un pic à glace sur une peau, il frotte sur la peau. Et donc, il donne l'apparence qu'effectivement, une balle est passée par là, parce que c'est un peu la même structure. Un peu, pas totalement, mais c'est un peu la même. Au microscope, tu vois la différence. Mais à l'œil nu, tu le vois pas. Et donc, on fait l'autopsie. J'autopsie le corps. Il n'est pas passé en radio avant, parce que là, il n'y a pas d'appareil de radio. Sinon, d'habitude, je cherche la balle. Et comme ça, je sais où elle est. Et j'aurais vu qu'il n'y en avait pas. Et je me serais posé les bonnes questions. Mais là, persuadé que j'étais que c'était un coup de feu, j'ai cherché la balle. J'ai démonté la table d'autopsie parce que je ne la trouvais pas, la balle. Je suis allé jusque dans les égouts pour essayer de retrouver, enfin, le collecteur, pour essayer de retrouver la balle.
Je n'ai pas retrouvé. Je me suis confondu en excuses auprès du magistrat. Hein. C'est une faute, hein, de ne pas retrouver la balle. C'est très emmerdant. Et puis, j'étais sur le chemin de retour, on me rappelle, viens un peu, on a trouvé un drôle de machin. Sur place, il y avait un pic à glace de cette taille-là. Je n'avais pas vu. Les enquêteurs n'avaient pas vu non plus. Voilà, c'est parti de l'encens. Et il y avait de la graisse et des traces de sang sur le pic à glace. C'est ça qu'il y avait ça. Et Il l'avait pas nettoyé? Non, c'est une dame. Elle avait tué son amant parce qu'il avait d'autres maîtresses. Voilà, c'est ça. Et elle-même était mariée. Enfin, voilà, chacun sa logique. Et elle avait planté le pic à glace dans le corps de son amant, un seul coup, mais bien tapé en plein cœur. Faut savoir aussi. Tu Sauf que je ça reste le Seigneur. ouais. Le cœur, celui-là, tu fais de matama, tu sais où il va. Ouais. Ouais, mais quand même assez profond. Ou, Ah oui, il faut. Bon, je vais pas donner des trucs, mais il faut Non, non. une bonne profondeur, ouais. Au Québec, on dit que, ou même dans le monde, on dit que les dentistes sont plus prédisposés à se suicider. Donc, Oui, t'avais écrit ta non, j'ai entendu ça. Ils sont plus prédisposés au suicide. En fait, je pense statistiquement parlant, il y a plus de dentistes qui s'enlèvent la vie. Ah bon? Ouais, puis moi, j'en connais. J'ai un médecin qui s'est pendu. J'ai un médecin qui s'est suicidé au cabinet. Les médecins, ça arrive de temps en temps. Ouais. Lui, il se suicide alors, il se suicide alors de la consultation. Donc, il y a des gens dans la salle d'attente. Il se met sur sa table d'examen. Il prépare un scalpel, une seringue avec alors, un liquide anesthésiant local et un Doppler. Tu vois ce que c'est un Doppler? Non. C'est un appareil qui sert à entendre les flux sanguins. Ah oui, oui, oui. C'est un ultrason. Tu le mets, Oui, un Doppler. il cherche son artère, il voit où elle est, ici, dans le crâne lunaire. Quand il sait où est l'artère, il endort la région avec l'anesthésie locale. Une fois que c'est bien endormi, il prend le scalpel, il coupe et il y a le sang artériel qui jaillit partout. Il meurt de perte de sang. Combien de temps ça le fout, les gens? À une bonne dizaine de minutes. Ah. Avec les gens à côté d'un Ça fait rien pour ça. Ben, ça pourrait être un. Comment une raptus? C'est trop préparé. Ouais. Le raptus anxieux, c'est vraiment un truc, Ah ouais. on y va, on y fonce. On dirait que je trouve ça tellement difficile de parler de suicide comme ça. Puis, tu sais, pour toi, c'est ça. Ah non, c'est pas pas ça, parce que que tu viens. je vois ça tout le temps. Ouais. Et cette histoire-là, je crois que je vais pas raconter. Bon, peut-être que je la mets dans un livre. Ouais. Est-ce qu'il faut que tu contactes les membres de la famille avant d'écrire? Parce que tu changes les noms, tu changes même l'histoire un peu. Là. Mais c'est pour ça. Ouais. Donc, le fond médico-légal est vrai, et ça, il n'y a pas de problème. On ne reconnaît pas les personnes, et encore. Parce que si on reconnaît les personnes, ça veut dire que c'est du domaine public. C'est ça, c'est du domaine public. Et quand c'est un domaine public, il n'y a plus rien Ouais. à protéger. Donc, sur le plan légal, il n'y a pas de problème. Sur le plan déontologie légale, il n'y a pas de problème non plus. OK. Là où on pourrait envisager un problème, c'est sur le plan éthique. Les éthiques, elles sont déjà tellement différentes entre deux individus qu'à ce moment-là, oui, mais tout devient problématique. Ben là, les membres de la famille qui vont lire, penses-tu qu'ils vont reconnaître, là? Ben, tu sais, quand c'est des cas très particuliers comme Quand c'est des cas très particuliers, suicide du ils peuvent docteur. le reconnaître. Ouais. Ça, oui, ils peuvent le reconnaître. Mais en même temps, ils le connaissent déjà. C'est quoi le problème? On ne rapprend rien. Il y a simplement qu'on parle de leur mort dans un bouquin. Alors, à ce moment-là, c'est un problématique. C'est pas un problème déontologique ni judiciaire. Je posais la question, je suis bien renseigné avant, auprès de professeurs d'université, auprès de l'ordre des médecins. Voilà. Et il n'y a pas de manque d'utilité puisqu'on ne rigole pas d'eux. Il n'y a pas d'atteinte à leur intégrité puisqu'on ne peut pas les identifier, sauf ceux qui les connaissaient. Ceux qui les connaissaient savent aussi l'histoire de la maternelle. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il y a des gens qui m'écrivent ou qui me téléphonent en me demandant de raconter l'histoire de leur mort. Comment? Ah, la mort de leur... Quelqu'un de leurs proches, oui. En disant, oui, leur mort... Oui, c'est ça, je comprends. C'est leur proche à eux qui est mort. Parce qu'ils disent, comme ça, il a continué à vivre à travers vos écrits. Donc, c'est un peu compliqué, la nature humaine, hein? Parce que moi, je vis la même chose aussi. Ah, tu peux parler de ma soeur disparue. Je sais qu'il n'y a pas de chance qu'on la retrouve, mais j'aimerais qu'on continue à parler. Ouais, pas de chance qu'on la retrouve. Ben, ouais, mais mettons dans les années 60. Ça commence à faire loin. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est juste, ça leur fait plaisir qu'on continue à parler d'eux, puis ces gens-là ne sont pas oubliés, effectivement. Ouais. J'ai un copain qui est en train de faire un bouquin de médecine, avec des affaires de médecine légale, où il raconte des affaires, mais qui sont connues de tout le pays, quoi. Des grosses affaires, des trucs vraiment très, très importants. Et moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai pas voulu montrer une médecine légale sensationnelle. Je voulais montrer une médecine légale de tous les jours. Ouais. Alors, si des gens trouvent que cette médecine légale-là est sensationnelle,
C'est leur problème. Ben, c'est parce qu'on n'est pas habitué aussi. C'est parce qu'on n'est pas habitué. Alors, là, tout est sensationnel. Non, j'ai voulu que la médecine égale tous les jours pour montrer comment la médecine fonctionne. Alors, évidemment, les choses et les histoires, le médecin légiste apporte quelque chose. Ouais. C'est le gars qui bute sa femme, qui tue sa femme, téléphone à la police, je viens de tuer ma femme, je vous attends. C'est pas intéressant. Ouais. C'est pas intéressant à raconter. Ouais. Ça se fait pas. Puis de toute façon, quand il y a une confession, tu fais pas d'autopsie. Oui. Ah, si, toujours. Ouais. Ouais, d'office. Même s'il est en aveu de tout, Faut quand on va autopsier. On va vérifier si ce qu'il avait raconté est vrai. Et puis, au moins, comme ça, on fait tout à fait. Moi, j'ai lu tes 3 livres et je me disais, on dirait que ça se peut pas. Je dis, c'est sûr qu'il y a encore des cas aux États-Unis. Tu sais, ça doit pas. Ça se peut pas que toutes ces histoires-là se passent à Liège. Alors, j'ai un journaliste Ouais. il est venu me voir OK. en me disant, c'est sûr que tout ça est vrai? Allez, choisissez une histoire. C'est sur le premier book. Choisissez une histoire. Il a choisi une histoire et je vais montrer les photos. Tous mes cadavres sont sur mon téléphone. Il faudra un jour que je finisse ça. Donc mon téléphone, Aux douanes, il regarde. mon téléphone est protégé. Hein. Même mon épouse, elle a pas de code. Hein. Ah, c'est ça. Personne ne l'a. Ouais. Il n'y a pas dedans. C'est pas possible. Parce que au niveau encore là, Il les y a balles. au moins 2 systèmes de protection. Là, parce que allez, tu voles mon GSM, tu voles mon portable, tu te sers des photos, c'est toi qui es méchant. Mais si moi, je n'ai pas protégé mon GSM, c'est moi qui suis con. Ouais. Voilà, donc il faut se protéger. Est-ce que tu pourrais te mettre dans le trouble, genre avec quelque chose que tu fais de pas correct, tu sais, au niveau de la médecine, au niveau, tu sais, l'ordre des médecins ou... Alors, j'étais président de l'Ordre des médecins Ah, ici à Liège. Je suis vice-président national de l'Ordre des médecins. Il y a un avis de l'Ordre des médecins qui est sorti qui demande aux médecins de ne pas raconter l'histoire de leurs patients. ok. Oui, mais moi, j'ai pas de patients. C'est pas des patients, ils sont morts. C'est bon. D'une part. Et puis d'autre part, il demande de ne pas raconter les actes médicaux. Ouais, l'autopsie, c'est un acte, ouais. Mais il n'est pas spécialement médical puisqu'il ne vise pas à soigner. Donc c'est un peu compliqué. Et puis, je raconte des histoires en moyen tel qu'elles sont transformées. Ce que l'ordre visait, c'était de dire, ne racontez pas, vous qui êtes médecin généraliste, ne racontez pas l'histoire de vos patients. Eux, ils vont se reconnaître, ils sont en vie. C'est pas bien pour eux. Les biens, ils sont morts, ils s'en foutent. Hein. Mais quand je fais une conférence où j'explique la médecine légale, comment elle fonctionne, c'est le tout premier truc que je mets en avant. Attention, les vidéos peuvent choquer. Et les photos peuvent choquer, forcément. Mais en même temps, il y a une femme qui vient me dire l'autre jour, à la suite d'une de mes conférences, mais je ne m'attendais pas à voir des photos de cadavres. Elle s'attendait à voir quoi? Ben oui, c'est une conférence de médecine légale, ça s'attendait à quoi? Ouais. Les gens se voient faire un peu surprenant. Donc maintenant, je le mets. Attention, vous allez voir des photos de cadavres. Je leur dis. Bon, vous restez, vous êtes sûr, c'est bon pour tout le monde. Si on pouvait sortir, il n'y a pas de problème. Mais on va voir du cadavre. Et on va voir des choses horribles. Vous allez voir comment quelqu'un putréfie. Vous allez voir des photos de putréfiés. Je les préviens. Oui, parce que ben, moi, dans mes vidéos, il y a des gens, t'aurais dû mettre un trauma-avertissement, là, qui me disent, parce que tu parles de viol, parce que tu parles de suicide. Je dis, ouais, mais là, c'est du true crime, là, c'est ça que je fais, là, tu sais, c'est pas sur la vidéo, c'est... C'est des petites natures. Ouais. Allez, mais ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie, Ouais. il ne faut pas le montrer pour ne pas traumatiser les gens. Mais c'est des petits couillons, hein. C'est des petits couillons, il n'y a plus de nature. Ouais. Mais tu sais pas voir ça. Bon, ça me fait rire, je suis désolé, ça me fait Mais c'est parce qu'en même temps, quand ça te concerne pas, tu sais, je veux dire, parler de suicide quand tu connais personne qui s'est enlevé la vie, bon, ça va, mais dès que tu connais quelqu'un, hey, attention, faut que tu mettes un avertissement. Oui, je comprends, mais il faudrait que j'en mette à tout, là, tu sais. Eh ben, moi, je mets à tout, hein. Ouais. Dans toutes mes conférences, je commence pas de ça. Là, c'est ça. Et puis maintenant, je vais rajouter un petit truc aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des photos. Là, Alors, j'ai écrit, je l'ai fait hier, photo interdite, sinon je vous autopsie. Voilà, ça me fait rire. okay. J'espère que ça va les calmer. Mais il y a toujours des gens, tu vois les portables qui sortent un très discrètement. De prendre des photos, ils ne peuvent pas. Est-ce que tu choques les gens parfois parce que la chose de parler? Ouais. J'aime bien les choquer. Ouais. Il faut être un peu choqué dans la vie. Une vie toute molle, toute douce, toute plate comme ça, comme on l'espère, où il n'y a jamais rien qui choque.
désolé, c'est une vie de merde, là. Il faut être confronté à la réalité, il faut être confronté aux choses, il faut pouvoir réagir, il faut être capable d'être choqué aussi. On peut être choqué. On doit parfois même être choqué de ce que l'on voit. Il faut pouvoir le dire et en discuter. Évidemment. Oui, puis moi, j'ai tendance à dire, bon, ça me choque de voir une image, mais imagine la personne qui est décédée de cette façon-là, que moi, c'est pire pour cette personne-là. Fait que c'est vrai que faut se confronter un peu à la Il faut se confronter à la réalité. Il faut arrêter d'avoir une espèce... Pour l'instant, on a... Ouais. C'est le monde des bisounours dans sa splendeur. Mais c'est pas ça le monde, c'est pas ça la vie, hein. C'est pas ça la vie. Ouais. Chose On tient des méfiettes, hein, à être confronté à rien. Moi, j'appelle ça des couillons. Donc, je penserais, j'ai 5 questions à la fin. Fait que c'est des réponses vite, mais en même temps, tu peux, si ces questions t'inspirent. Selon toi, c'est quoi le type de mort le plus douloureux? Brûler vif. Oui. Ouais. Tous les récepteurs. Ouais. Quand on te jette des pierres, c'est les récepteurs d'un endroit ou d'un autre, ça fait mal, mais c'est juste localisé. Et là, c'est tous les récepteurs de douleur qui, en même temps, ils sont. C'est une douleur qui, à un moment donné, est insupportable, et normalement, heureusement, le cerveau décroche. Puis tu le vois, tu le sens, là, tu sais, c'est Tu te sens brûlé. ouais. T'as même l'odeur de ton corps en train de brûler, c'est un cochon grillé. Ben, c'est pénible. C'est vraiment, c'est la pire. Puis ça montre même la violence, là, des gens qui font une immolation. Ouais, on en a. Mais c'est souvent des gens qui ont aussi des problèmes mentaux. Ouais. C'est rarement quelqu'un de totalement sain d'esprit qui va s'immoler. Tout ce juste des schizophrènes. Des activistes. Parfois, oui, vous êtes là avec un cas très Ouais, et... il y a eu notamment des bons, je sais plus où, je crois que c'est en Inde, qui se sont vidés de l'essence sur le corps, ils sont mis feu, mais c'était pour manifester. Ouais, C'est manifestation, c'est différent. Mourir de faim. Ça va être terrible, ça aussi. De soif. De soif aussi, oui. De soif. Il y a C'est quoi ta plus grande phobie? T'as pas peur de la mort, t'as peur de quoi? J'ai pas de phobie. T'as pas peur mettons, des rats, des souris, Non, je les aime bien les rats. Ah ouais? Ouais, Je t'aime les animaux, ouais. J'aime bien les animaux. Ouais, enfin, les rats, Il y a les araignées, c'est des animaux aussi, mais j'aime moins, mais non, je n'aime pas. T'as pas de phobie? Non. Ben, j'ai pas encore trouvé la phobie que j'avais, quoi. Fait que t'as peur de rien dans la vie. Toi, tu vis ta vie sans aucune peur. Il y a des choses que je crains. Ouais. Tu peux craindre. Enfin, j'étais à moto, première fois de ma vie, je me cul sur une moto. Hein? Donc, il y avait un mec qui conduisait la moto, heureusement, et moi, j'étais à l'arrière. On est passé entre les voitures sur le périphérique, là, t'as les voitures à gauche, les voitures à droite, on a passé au milieu. J'ai eu peur. Mais t'as pas peur de la mort? J'ai pas peur. Ouais. Bah, je préfère mourir d'un accident là que d'être blessé à vie. Je comprends. Ouais. Oh mon Dieu, faudrait qu'on jase. Tu pourrais tellement me rassurer sur des trucs ou pas me rassurer. Là, moi, ça en ferait du bien. Si tu fais autopsie un personnage historique. Napoléon. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien vérifier s'il est vraiment mort d'une intoxication à l'arsenic ou pas. Mais pour l'autopsie, il faudrait être là en 1821, quand il est mort, sur l'île de Sainte-Hélène. On l'a autopsié le 6 mai 1821, et il aurait fallu être là à ce moment-là. Et il avait une caractéristique un peu particulière. On dit toujours qu'il a mal au foie, il se mettait la main. Oui. C'est faux. C'était une attitude de bonne conscience. Ouais. Quand on avait une main, on ne savait pas quoi foutre, on la mettait dans le gilet. Voilà. Et c'est en plus dans les écrits d'un... C'est un père qui s'appelait le père de la Salle, qui avait rédigé des écrits en bouquin sur les attitudes et la bienséance, qui étaient fournis aux élèves officiers de l'école de Brienne, où est passé Napoléon. Donc, ça correspond pile à ça. Mais par contre, il avait effectivement un ulcère à l'estomac, et cet ulcère a perforé, mais il n'a pas tué. Une perforation de l'estomac, d'habitude, ça tue parce qu'il y a une péritonite qui s'engage. Là, pas. L'estomac est ici. Imaginez ça, c'est l'estomac. Le foie était posé sur l'estomac. Ouais. Et l'ulcère a progressivement enflammé le foie. Et le foie collé. Et donc, quand l'ulcère a perforé, il a perforé dans le foie. Il n'est pas mort. Ce qui est rare, hein? Ah, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Puis comment on a accès à ça? Parce qu'il a été autopsié par un type qui s'appelle Francesco Antomarchi, et qui était plus un médecin comme moi qu'un médecin traitant. Donc lui, il savait faire des autopsies, il avait la capacité de le faire, et il l'a très bien fait. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu voudrais? C'est drôle parce que j'avais demandé à ton éditeur qui va dire Napoléon. Ah oui, fils. Le roi Albert Ier, parce que j'aimerais quand même bien vérifier que c'est pas une balle qui lui a traversé le crâne. C'est un roi des Belges qui faisait de l'alpinisme.
mais tout seul. Et quand on l'a retrouvé, il était mort au pied de la falaise sur laquelle il montait. Alors, il a décroché, Ouais. c'est l'idée. Il est tombé, son crâne a heurté le rocher dans la chute. Il est mort de cette fracture du crâne et puis il a roulé. Mais il y a pas mal d'hypothèses qui ont traîné, notamment que sa femme, qui savait qu'elle était cocu, aurait mandaté quelqu'un pour le tuer. Ou le mari d'une des femmes qui était ses maîtresses, qui l'aurait tué avec une arme à feu. Voilà. Alors, j'aimerais bien les voir. Et dans un crâne, lorsqu'une balle traverse le crâne, il reste toujours des traces. Et j'aimerais bien les voir, c'est des traces. Oui. Quelqu'un de plus récent, maintenant, qui est décédé. Non, ça, je vois pas. Kurt Cobain. Ah ouais, on en parle beaucoup. Marilyn Monroe. On en parle beaucoup. Ouais. Marilyn Monroe serait intéressant, mais Ouais. elle doit déjà être vachement bien putréfiée. Ouais, À mon ouais. avis, on n'aura plus Ouais. grand-chose. Ah, ouais, non. Napoléon, je sais qu'en 1840, quand on a ouvert le cercueil de Napoléon pour le ramener à Paris, il était intact. Pourquoi? Parce qu'il était sous terre, Ah, dans oui. une ambiance, pas d'oxygène, pas d'humidité, Ah. très sèche. Donc, effectivement, il était à cette époque-là intact. Maintenant, le fait d'avoir ouvert le cercueil, ça modifie tout. Hein. Il est possible que, simplement en ouvrant le cercueil, la putréfaction des mains. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du true crime, la mode des faits divers et tout? Ah, ça me plaît bien parce que Ouais. je vis dedans. Ouais. Je vis dedans, donc j'ai l'impression que les gens aiment bien le métier de médecine légale parce que justement, on est dans le true crime tout le temps, Ouais. avec une grande facilité pour faire les bouquins, c'est que je suis pas obligé d'inventer. Quand tu inventes, tu essaies de coller à une réalité et tu essaies de pas la déformer. Ouais. Moi, je déforme rien, mais la réalité dépasse souvent la fiction. Hein. Oui, moi, je l'ai dit tout ça. Ouais. Voilà, Ouais. alors, or, c'est vrai. Mhm. Et c'est peut-être pour ça que les gens, à certains moments, ont pu penser, il y a un journaliste qui me l'a dit carrément, que j'ai inventé. Alors, j'ai des photos, les gars. Dernière question. Dans ton livre, tu dis qu'il n'y a pas de belle mort. C'est quoi pour toi la plus belle façon de mourir? Alors, pour moi, c'est d'avoir arrivé parce que j'aimerais bien être là consciemment au moment de mourir. Mais sinon, la plus belle mort, c'est la nuit, pendant que tu dors. Ouais. Ben à la fin, c'est Ouais. terminé, c'est fini. Tu vois, Tu te réveilles, ben, tu te réveilles. tu te réveilles. Mais là, l'avoir arrivé aussi, ça peut être un cancer, ça dure des années, puis Ça, c'est c'est atroce. Mais Ouais. dans un cancer, justement, en général, tu ne le vois pas arriver. On va te mettre sous morphine Ouais. pour quitter la douleur. On va augmenter les doses de morphine. Et toi, tu t'enfonces. Ouais, c'est Et vrai. tu finis par mourir sans t'en rendre compte. Ouais. Comme l'aide médicale à mourir, là, je ne veux pas entrer dans un débat, mais ça aussi, c'est quand même bien parce que tu vois venir, tu sais la date, tu peux t'entourer des gens que t'aimes. C'est ce qui rend la vie acceptable, c'est de ne pas savoir quand on meurt. Ouais, je vois. Connaître la date de sa mort, il n'y a rien de pire. Et c'est ça que change le cancer en général. Ouais. C'est que tu sais que là, les comptes arrivent, bah, tu le vois. Tu sais qu'il est là depuis le début, mais tu n'as jamais vraiment senti. Là, tu le sens bien. Et c'est des morts absolument atroces en fait. Hein. Douleur, ouais. On a alors, l'euthanasie qui est en Belgique tout à fait légale. Vous dites euthanasie? Euthanasie. Ah ouais? Thanatos, c'est la mort, et eux, c'est bien. C'est la façon de bien mourir. C'est ça que veut dire le mot euthanasie. Ouais, ouais. Et là, l'euthanasie est donc légale chez nous. C'est un médecin. Il n'y a qu'un médecin Oui. qui peut la pratiquer, personne d'autre. Par contre, si tu vas en Suisse, c'est pas très loin, ils ont le suicide médicalement assisté. Ça veut dire que le médecin branche la perf avec le produit, Ouais. le barbiturique, et c'est le patient qui ouvre la perf. Ouf. Donc c'est lui qui fait l'acte Ouais. de donner la mort, qui néanmoins était préparé par le médecin. Ça se fait pas en claquant des doigts, tout ça. Ah, Ni en Suisse, ni en Belgique. Ça demande réflexion, des entretiens et récurrents oui, des psychiatres. avec des psychiatres, etc. Ouais, c'est pas aussi ça. Au Québec, là, je pense que par population, on est comme l'endroit dans le monde qui a le plus d'aide médicale à mourir. Je sais pas pourquoi au Québec. Au Québec? Ouais, au Québec. Je sais pas si au Canada, ouais, au Québec. Je sais pas. Puis c'est quand même terrible. Là. Moi, je l'ai vécu avec ma marraine qui est décédée de cette façon-là. Puis c'est le médecin, il arrive avec sa petite valise, puis genre 3-4 injections, puis bon, c'est fini. Ouais. Mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi. Chez nous, c'est une seule face à une perfusion. Ah ouais, Tu ouvres et à un moment donné, hop, le type s'endort ouais. et c'est terminé. C'est fou, ça. Puis, dernière question juste avant qu'on se laisse. Tu dois pas croire à la vie après la mort. Hein? Ah non, Non. non, je suis athée. Ouais. Ben, même si, quand même. Mais... Je suis athée, je suis pas anticlérical. Ouais. J'ai des amis prêtres, donc pas du tout. On parle souvent de ça d'ailleurs. Ouais. Et je regrette de ne pas être croyant. J'ai pas la capacité de l'être, c'est tout. Ouais. Parce que les croyants, eux, au moins, ils ont une espérance que moi, j'ai pas. Ouais, je vois. Ouais.
Ben, ça a de l'espoir de nous faire vivre au fur et à mesure. Ouais, Ouais. pas celui-là, en tout cas. Ben, je te remercie, Philippe. Merci à toi. Une belle entrevue. Venu en Belgique, en plus, tout à fait. Ouais. C'est génial. Je suis vraiment contente d'être ici, à Liège. Ouais. Tes livres, ben, je vais faire une petite introduction pour les présenter. Là, on peut se les procurer à partir de dans 2 jours, 3 jours au Québec, là, partout. Puis, Moi, je sais pas. Hein? Moi, je vais venir au Québec pour voir les livres. Oui. Voir les gens s'il y avait. Ah, tu vas avoir des fans où t'en as déjà. C'est Des bon. fans, ouais. T'inquiète pas, ils vont dire non. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Yes.